Bonsoir. Pendant qu'on a le film donc en tête, je pense qu'il est juste utile de rappeler qu'on s'est aperçu en revisionnant le film il y a 2 jours, qu'il y avait un lien qui n'était pas prévu au départ entre le thème en fait du festival de philosophie Cité Philo cette année, qui est pseudo et faux semblant, et en quelque sorte avec la thèse profonde de Raoul Peck, qui apparaît notamment explicitement donc à la fin du film. Je cite juste deux petites phrases de Peck donc à la fin du film. La dictature de l'aide est violente, arbitraire, aveugle, imbue d'elle-même, monstre paternaliste qui balaye tout sur son passage. Elle fait semblant de résoudre les problèmes qu'elle s'applique à entretenir. Donc le thème de Stéphilo, c'était faux semblant. Effectivement, c'est une manière, donc de traiter donc le thème du faux semblant. Et en tout cas, c'est la thèse certainement de Raoul Peck. Ce soir, donc, nous allons donc débattre donc, dans le prolongement de ce film avec Lionel Trouillot, donc, écrivain donc, haïtien, donc, qui a écrit des livres importants comme Bicentenaire, donc en 2004, et une série de livres donc, dont on pourra parler maintenant. Marcel Dorigny, donc historien, spécialiste donc, de l'histoire longue de l'esclavage et de son abolition, et donc avec Haïti au cœur de cette histoire. Et je propose que nous organisions donc ce débat peut-être en 3 temps. Dans le prolongement du film, tout de suite, je parle trop fort peut-être, dans le prolongement du film, peut-être partir 4 ans après le séisme, et me semble-t-il presque 1 an et demi après le film de Raoul Peck. Donc partir donc, du constat. Quel constat peut-on faire aujourd'hui de la reconstruction? Qu'en est-il de la reconstruction et donc du rôle joué par l'aide internationale? Que faut-il penser aussi des données avancées dans le film et de l'analyse donc, de Raoul Peck? Donc il y a un certain nombre de chiffres qui ont avancé dans le film, dont on pourra peut-être reparler aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un numéro spécial, il y a un dossier dans l'Humanité qui est sorti avec une interview dans lequel vous intervenez donc tous les deux, Lionel Trouillot et Marcel Dorigny, et dans lequel un certain nombre de données chiffrées notamment sont avancées, qui permettront donc de compléter donc ce qui était dit dans le film il y a quasiment 1 an et demi. Donc dans un premier temps, on pourrait donc partir de là, de ce constat, regard croisé. Dans un deuxième temps, il serait utile peut-être de revenir sur la démarche qu'on avait eue à Cité Philo il y a 3 ans, à partir donc, de l'histoire longue, resituer donc, donc la situation haïtienne dans l'histoire longue, au-delà de l'événement qui a été donc le terrible événement qui était le séisme. Donc peut-être en convoquant, disons, une notion comme la notion de faille, qui était donc développée avec talent, d'une part par des anthropologues comme Gérard Barthélemy ou encore comme l'écrivain Yannick Lahens. Donc revenir sur ces failles qui procèdent d'une analyse historique sur le temps long, également anthropologique, avec donc différentes dimensions qu'on essaiera d'évoquer un peu dans le détail. Et puis on pourrait dans un troisième temps finir en se posant la question donc quelles seraient les raisons donc d'espérer, compte tenu du constat terrible, en tout cas très négatif, fait donc par Raoul Peck, en essayant d'explorer plusieurs dimensions. Du côté donc des projets qui existent, il y a des membres d'associations, d'ONG qui sont ici dans la salle, les projets concrets qui sont effectivement menés actuellement, avec parfois beaucoup de bonne volonté, parfois de très bonnes idées donc, en Haïti, mais également du côté de la créativité haïtienne, du côté de l'énergie, du côté de le formidable développement donc, de la littérature haïtienne, non seulement du côté de ses écrivains, mais du côté de ses initiatives dans les différents quartiers. Je pense à l'action que Raoul Trouillot mène dans les ateliers d'écriture, par exemple. Donc voilà les 3 temps qu'on pourrait donc enchaîner, si vous êtes d'accord, les uns après les autres. Je vous laisse libre de choisir. Est-ce qu'on évoque chacun des 3 temps avec à chaque fois un petit débat avec la salle? Voilà, on pourrait imaginer ça, donc ça pourrait rendre plus vivants les échanges, ou alors les 3 temps, et puis ensuite un grand débat, comme vous voulez. Discuter. Oui, très bien. On va faire donc comme ça. Et donc,
Je propose de commencer donc sur qu'en est-il donc du processus de reconstruction, donc 4 ans après donc le séisme, 1 an et demi après le film de Raoul Peck. Et en guise de tout début, je pourrais vous lire donc 2 points de vue qui sont exprimés donc dans l'Humanité d'aujourd'hui, qui sont radicalement opposés et intéressants. Donc l'Humanité cite d'un côté le journal La Croix, qui conclut les rues de Port-au-Prince aujourd'hui ont enfin retrouvé un visage normal. Donc premier point de vue, donc La Croix. C'est vu de Paris. Donc, cité par l'Humanité. Et donc le point de vue donc, du monde diplomatique qui est bien sûr très différent. 3 ans après la reconstruction ne semble pas du tout avoir débuté. D'accord. Donc 2 points de vue absolument contradictoires. Donc entre ces 2 points de vue, vous aurez sûrement donc votre propre point de vue tranché qui penchera d'un côté ou de l'autre. Donc peut-être Lionel Trouillot, vous voulez commencer? Je ne veux pas commencer d'abord. Si. Je suis un peu comme la reconstruction. De quelle reconstruction parle-t-on? Écoutez, le tremblement de terre a fortement affecté, je dirais, les classes moyennes haïtiennes. Personne n'est venu à leur secours. Les gens qui avaient leur maison, qui dirigeaient, qui avaient créé de petites ou moyennes entreprises, tout cela a été détruit, il n'y a eu aucun support. Et que je sache, le peu qui a été reconstruit de ce côté-là a été encore fait par ces gens que personne d'autre n'a aidé. Au niveau je dirais, du petit peuple de Port-au-Prince, donc, qui fait beaucoup de gens, je ne vois pas ce qui a été fait, à part que récemment, le gouvernement a eu la fantastique idée de peindre la façade d'un bidonville. Vous avez le bidonville de Bois Jalousie dont la façade a été peinte comme pour une toile du grand peintre haïtien Préfet Dufault, mais rien n'a été fait pour venir au secours de ces gens. Il y a peut-être 2 ou 3 immeubles qui ont été construits, il y a peut-être 2 ou 3 installations dans le domaine de la santé. L'école normale où je donne des cours n'a pas été reconstruite. La faculté des sciences humaines, il y a un petit quelque chose qui a été fait. Il faut qu'on arrête avec ce mensonge de la reconstruction. Quant aux journalistes qui trouvent que les rues de Port-au-Prince sont redevenues, je ne sais pas, à leur état normal, il faudrait d'abord lui demander quand est-ce qu'elles avaient jamais été dans un état qu'on pourrait qualifier de normal et quels sont les termes de cette normalité. Moi, quand j'entends ce genre de choses, je suis profondément énervé. On est dans le mensonge. La reconstruction, il n'y a pas grand-chose de fait. Et je dis pas grand-chose pour ne pas dire rien. Oui, ben écoutez, moi je ne suis pas haïtien, mais je suis allé souvent en Haïti, j'y suis retourné récemment. Effectivement, un regard qui arrive d'Europe en Haïti, enfin à Port-au-Prince, je précise bien, ne peut que constater que c'est un gigantesque chaos, que la reconstruction n'a pas commencé, que ce qui a été fait, ou partiellement fait, c'est le déblaiement des gravats. Le palais présidentiel est évacué, les images que vous avez vues là n'existent plus. Il y a un terrain vide à la place du palais, tout a été enlevé. On ne sait pas encore ce que l'on va reconstruire à la place, mais il n'y a plus de ruines. Dans les rues, une partie des gravats sont dégagés, sont mis un peu sur les côtés, on peut un peu circuler. Mais je ne veux pas accabler ce pauvre journaliste de La Croix, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas allé là-bas. C'est absolument impossible. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, quand j'y étais, 3 heures pour aller du centre-ville à l'aéroport, pour aller au Cap, parce que la route du Cap, évidemment, elle n'est pas utilisable, ou très mal. Donc, vous voyez, il y a un décalage absolument considérable entre des propos comme cela et la réalité. Alors, on va peut-être pas aborder ici tout de suite la seconde partie, mais quand même, si on ne reconstruit pas, c'est parce qu'il n'y a pas de directive, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de projet. Moi, je me souviens, au moment du séisme, les journalistes ont tout de suite eu une comparaison, un parallèle. Le séisme de Lisbonne. 1756, Lisbonne a été rasée par un séisme. Bon, déjà,
bon, le milieu 18e et le début 21e, c'est pas tout à fait la même chose. La taille non plus n'est pas la même. Lisbonne était une ville, au regard d'aujourd'hui, petite, à peine 100 000 habitants, disons. Port-au-Prince, une ville, 2,5 millions, 3 millions, enfin personne ne sait exactement combien il y avait de personnes dans ces immenses bidonvilles. Alors voilà, la comparaison continuait. Voilà, d'un malheur, d'un grand malheur, Lisbonne a été rasée, il y a eu des milliers et des milliers de morts. On a immédiatement dit, voilà, le malheur est là, il est fait, on n'y peut rien. Il faut reconstruire une ville neuve, moderne, avec un plan, avec des belles avenues. C'est le grand projet de l'hygiénisme du 18e. Il faut que l'air circule, il faut, etc. Bon, on a reconstruit. Des architectes, journalistes de l'Europe entière sont venus. Bon, on a dit, voilà, on va faire pareil à Port-au-Prince. La ville était un chaos gigantesque, tout est par terre. Profitons-en pour faire une ville moderne, belle, avec des adductions d'eau, avec des installations sanitaires, etc. La différence entre le Lisbonne de Pombal et puis Port-au-Prince que vous avez vu là, bon, c'est qu'il y avait un État. À Haïti, il n'y en a pas. Il ne faut pas confondre le gouvernement et l'État. C'est le b.a.-ba. Donc voilà, le problème il est là. Il n'y a pas de coordination, il n'y a pas d'autorité supérieure incontestée qui va lancer un véritable projet d'urbanisme, de reconstruction de la ville. Alors, juste pour essayer de préciser... Constat donc triste. Préciser les choses par rapport à ce que vous venez de dire. Au niveau des chiffres, est-ce que les données chiffrées, vous les avez en tête dans le film? Donc on a annoncé 10 milliards, d'accord. Donc on a annoncé une annonce de 10 milliards au total donc, de l'aide internationale. Donc d'après ce qu'on comprend à la fin du film, si je ne me trompe pas, donc il est dit qu'au maximum 1 milliard a été versé. Est-ce qu'au final, 4 ans après, donc vous avez des précisions sur ce milliard qui était utilisé pourquoi essentiellement pour la question des débris qui n'est pas... donc à un moment, je pense qu'on a chiffré le coût effectivement de l'enlèvement des débris à 1 milliard de dollars. D'accord. Donc 1 milliard, ça correspond à l'enlèvement des débris, point final. Et on a vu que le problème qui était posé par Raoul Peck, c'est que ce n'est pas sexy pour ceux qui amènent l'argent, donc les internationaux, donc se limiter donc à enlever les débris, c'est pas sexy, donc ça ne correspond pas donc à un vrai projet. Or, il semblerait que cette phase même des débris ne soit pas terminée. Bon, écoutez, moi j'ai pas les chiffres, mais pour ce que j'ai lu, je crois que de toute manière, il n'y a qu'une petite partie de ce qui avait été promis. Ouais. Qui a été utilisé maintenant, quel en a été l'usage réel. Moi, j'aimerais revenir sur quelque chose que Marcel a dit, je crois qu'il faut mettre une nuance. La question de l'État et de l'ordre du structurel, et ça on peut parler de l'évolution de la formation sociale haïtienne, mais dans la conjoncture précise du séisme, et c'est pour cela que le film de Raoul insupporte profondément les Haïtiens. Dans la conjoncture précise du séisme, ces deux garçons qui passent dans le film comme des innocents, des victimes, pour nous, ce sont des voyous. Ce sont des gens qui ont mal dirigé un pays. Et tout ce qui a été fait par cette communauté internationale, c'est parce que, justement, ces deux macaques ont permis que cela se fasse. Et je crois que c'est... Pour nous, Haïtiens, c'est une évidence. Jean-Max Bellerive ne peut pas passer pour un saint homme. On parle de quoi? Quand il y a eu le tremblement de terre, moi qui ne suis qu'un simple citoyen, j'étais dans les rues une demi-heure après le tremblement de terre. Je n'oublierai jamais, les radios fonctionnaient encore. Il y a un type qui dit, moi je suis dans la rue, j'attends des directives du gouvernement. Il a dit, en créant la radio, il a dit Préval Souké Bungao. Exactement dans ces termes, il y avait une population qui était là, qui disait, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais dire une chose horrible. On aurait eu Jean-Bertrand Aristide, démagogue, populiste. On aurait eu François Duvalier, démagogue, populiste, président de la République. Ils auraient quand même, dans leur démagogie, rassemblé les énergies haïtiennes et fait des propositions. Nous avons eu là ces sortes de mollusques qui ont laissé faire. Et ça, vraiment, dans le film, c'est quelque chose qui... Vraiment, et je crois pouvoir parler au nom d'une majorité d'Haïtiens ayant vu le film, on ne comprend pas cette tendresse soudaine que Raoul a développée pour ces deux individus. Oui, il faut critiquer la communauté internationale pour ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait, pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle n'est pas, mais on ne peut pas pour autant innocenter des gens qui n'ont pas su assumer la responsabilité
auquel ils avaient prétendu. Personne n'avait demandé à Préval, sauf la communauté internationale, de présenter sa candidature à la présidence. Donc il a eu le poste qu'il fallait. Jean-Max Bellerive, il a eu le poste qu'il fallait. Ils ont touché leur salaire. Bordel, ils auraient dû travailler pour la société. Et ça, je crois qu'il faut qu'on arrête aussi de dire c'est l'État, c'est l'État, c'est l'État. L'histoire, c'est aussi des acteurs. Ah oui, Quand on parle du manque d'État, l'histoire, c'est aussi des acteurs. Et on a eu à ce moment-là des gens qui étaient incapables et irresponsables. Oui, mais ce n'est pas contradictoire avec ce que j'ai dit. Hein. La carence de l'État se transmet en quelque sorte à travers les individus qui sont là pour exercer des fonctions plus honorifiques que réelles et qui n'ont pas derrière eux, indépendamment de leur capacité ou incapacité personnelle, je ne me prononcerai pas, j'ai mon avis quand même sur certains, qui n'ont pas une infrastructure, qui n'ont pas une administration capable de relayer, capable d'appliquer. Je ne peux pas prendre des décisions, mais il faut que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des infrastructures qui marchent, et il n'y en a pas. Il y en a pas. Alors il faut faire une distinction, il faut établir une distinction quand même entre ce qu'on appelait la République de Port-au-Prince, hein, ce gigantesque conglomérat urbain, et puis à l'extérieur. Et moi j'ai pu voir quand même que les zones qui n'ont pas été atteintes directement par le séisme se sont réorganisées, se sont beaucoup mieux, beaucoup plus vite. C'est ce chaos de Port-au-Prince qui est, à mon avis, actuellement absolument ingérable et on ne voit pas très bien quelles sont les solutions. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. On ne voit pas. Personnellement, je vois mal. Pour aller dans le sens de Lionel Trouillot, il me semble, je ne sais pas si vous l'avez vu comme moi, il y a une scène qui peut paraître surréaliste. Lorsqu'on voit Jean-Max Bellerive donc, critiquer effectivement le processus de financement international à juste titre, si je ne me trompe pas, il est devant sa piscine. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Bien sûr, oui. Voilà. On croit rêver un peu, mais il y a un côté bêtement surréaliste, quoi. Et il est Premier ministre. Comme si ça avait échappé un peu à Peck. Non, je ne pense pas que ça lui. Je ne sais pas si ça lui a échappé. Il sait lire des images. Oui, c'est ça. Oui. Donc on ne sait pas où est le message, là, du coup. Et alors, le message, c'est que il y a deux sociétés en Haïti, et particulièrement à Port-au-Prince, on le sait très bien. Gérard Barthélemy avait écrit il y a fort longtemps un ouvrage qui s'appelait Le pays en dehors. Lui, il n'est pas en dehors. Voilà. C'est l'élite qui, indépendamment de tout ce qui se passe en dessous, continue son train de vie comme avant. C'est une réalité, malheureusement, très ancienne en Haïti. Il n'y a pas qu'au moment du séisme qu'on peut la constater. Moi, j'aurais une question pour vous deux, notamment pour Lionel. Qu'est-ce que vous pensez du personnage extraordinaire dans le film de Priscilla Phelps ? Voilà. Bon, en fait, il y a beaucoup à dire. C'est un personnage double. Oui. Bon, il y a Priscilla Phelps dans la réalité. Oui. Et puis, il y a ce personnage qui semble avoir une histoire d'amour avec le narrateur. Et là, c'est intéressant, vous parliez de faux semblants. Ce qui m'étonne dans ce film, et maintenant certaines pratiques que nous pouvons avoir, on dirait que Raoul a choisi, à l'intérieur de cette nébuleuse qu'est la communauté internationale, dans ce qu'il dénonce justement comme parodie, faux semblants, mystification, tiens, il a trouvé une sainte. Il en a tiré une sorte de sainte qui l'autorise à parler comme si elle parlait du lieu des Haïtiens. À un certain moment, on a l'impression que Raoul a envie de nous faire pleurer sur le sort de cette co-narratrice ou même sur le sort de Priscilla Phelps qui existe dans la réalité et qui a touché un salaire que la plupart des Haïtiens ne verront jamais dans leur vie. Là encore, c'est quelque chose qui me dérange, qui dérange profondément. Qui a le droit de parler ? Qui a le droit de parler au nom de cette communauté haïtienne, au nom d'Haïti ? Et je trouve que on ne peut pas faire ça, on ne peut pas mélanger, si vous voulez. Au fait, Raoul tombe, à mon avis, dans ce qu'il dénonce, en voulant humaniser un individu, ok, admettons qu'elle soit qu'elle soit belle physiquement ou de l'intérieur, à la limite, c'est pas mes affaires. Ça n'a rien à voir avec la problématique de l'aide et de la réalité haïtienne. Je crois que là, il y a dans ce film une parole de trop. Et je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a un seul Haïtien qui parle au nom de la société civile. C'est l'ingénieur karatéka, mais les Haïtiens n'ont pas la parole. Et voilà que tout le long du film, il y a cette femme qui est venue, qui a gagné son salaire. On doit la croire sur parole qu'elle a été honnête, qu'elle a été trompée. Elle dit quelque part, mais c'est fabuleux, elle dit quelque part, on nous a trompés. Et quand elle dit on nous a trompés, on dirait qu'elle parle aussi au nom
au nom des Haïtiens, comme si elle appartenait, elle, à cette réalité-là. Je ne sais pas, je pense que... Il y a un Haïtien qui parle, un instituteur qui parle et qui dit, en gros, donc c'est pas grave, je suis prêt à repartir à zéro, donc c'est pas si grave que ça. Un instituteur haïtien, d'accord. Oui, on le voit deux fois. Voilà, on le voit à deux reprises. Il y a très peu d'Haïtiens C'est assez étonnant. Dans la vraie vie à parler. Il y a cette femme qui n'arrête pas de pleurnicher sur elle-même, sur sa bonne volonté, qui a été trompée par ses chefs. Il faudrait demander objectivement où elle est aujourd'hui et quel boulot elle fait. Et là, peut-être on pourrait interpeller son degré de sincérité. Peut-être plus en Haïti. Ah, je ne suis pas renseigné, moi, je ne sais pas. Est-elle encore en Haïti? Pardon? Probablement. Oui, ou un tsunami, ou une chose comme ça. Oui, il y a toujours quelque chose, oui. C'est vrai que ce qui est un peu gênant, c'est qu'il y a des ONG qui vont de catastrophe en catastrophe, vous avez raison. Et qui courent le monde. Après, à chaque fois qu'il y a quelque chose, on les voit se déplacer. Et une catastrophe efface l'autre. Hein. La priorité disparaît et on passe à autre chose. Et peut-être Haïti est un peu victime de cela. Il y a eu d'autres problèmes ailleurs qui ont... Alors, quant à la faible part des sommes promises par les grands États, par les institutions internationales, etc., la faible part qui a été réellement versée, bon, il y a des explications qui sont données dans le film à plusieurs reprises. Pourquoi vous ne payez pas directement? Pourquoi vous ne versez pas directement aux quartiers, aux associations locales, etc., aux acteurs locaux? La réponse plus ou moins directe, plus ou moins explicite, c'est voilà, la corruption. Si on verse de l'argent directement, il n'y aura qu'une très faible part qui sera affectée vraiment à l'objectif déclaré. Donc on préfère le faire nous-mêmes. Mais il y a un moment où dans le film, je ne me souviens plus, quelqu'un dit, oui, mais les ONG aussi détournent. Oui. Les ONG aussi détournent. Alors après, il s'agit de savoir quelle est la part acceptable. C'est ça en fait, hein, le débat. Est-ce que 30% c'est beaucoup, 10% ça va? Bon, c'est ça en gros. Hein. Et puis il y a aussi quand même, il ne faut pas l'oublier, là, Lionel l'a évoqué, bon, c'est peut-être impossible de faire autrement, mais tous ces personnels des ONG et autres, hein, parce qu'il y a des tas de statuts juridiques, ont de très gros salaires, touchent de très gros salaires pendant leur séjour en Haïti et ailleurs. Hein, donc les salaires sont faramineux. Et ben, c'est un prélèvement sur le budget global, hein, sur le budget qui est alloué par les institutions internationales pour telle ou telle tâche. Bon, c'est vrai que je l'ai vu, enfin toi aussi certainement. Ils ne sont pas logés dans les cabanes en bois là et sous les tentes, hein, non. Bien sûr que non. Hein, il y a des hôtels qui fonctionnent très bien. Ça peut se comprendre, hein, ça peut s'expliquer, mais il faut le savoir. Il faut savoir que ça paye d'être volontaire humanitaire en Haïti, ça paye. Même chose pour la MINUSTAH. Hein. La MINUSTAH est somptueusement logée et bien payée. Au moins les officiers, les simples soldats, je ne garantis rien, mais les officiers et les sous-officiers sont très bien payés. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce qu'on voit dans le film, c'est comme une déconstruction de relations de pouvoir très, très intense, mais à l'intérieur d'une élite internationale. Bon, on voit des conflits très forts entre la BID, l'OEA et les États-Unis, donc très très forts. Mais effectivement, il y a une sorte de fascination sur ces enjeux de pouvoir au plus haut niveau. Hein, d'accord. Et du coup, effectivement, les Haïtiens sont un peu en dehors, disons, du propos. On voit très bien là le rôle écrasant de Clinton. Ouais. Personnel. Écrasant et fatigué. C'est autre chose. Mais il faut rappeler que Clinton, bon, je ne veux pas donner une moindre justification ou etc., était un connaisseur d'Haïti de très longue date. Hein, bien avant d'être président, il fréquentait régulièrement. Il a passé sa lune de miel en Haïti. C'est ce qu'on dit. C'est la rumeur. Ouais. C'est ce qu'on dit, qu'il a passé sa lune de miel en Haïti, donc il y a fort longtemps. Ouais. Il connaissait très bien Haïti, et il a jamais abandonné. Et là, mais non, mais il est au chômage en quelque sorte, hein, puisqu'il n'est plus au pouvoir, et il est à plein temps dans cette affaire par l'ONU. Hein, l'ONU l'a nommé. Donc une fonction très importante. On a vu les 5 fonctions. Hein, plus toutes les autres fonctions qui viennent de ses activités personnelles, de sa fondation personnelle, etc. Et à ce moment-là, son épouse était encore secrétaire d'État. Elle n'est plus aujourd'hui. Il était en force. Ouais, les Clinton étaient là en force, oui. Très fort. Oui, alors je voudrais apporter un peu un témoignage. Je vais me présenter peut-être. Ce sera plus facile. Jean-Louis Testu, je suis maire adjoint à Suresnes. Et nous sommes en coopération décentralisée avec le Cap haïtien. Et nous présidons le groupe pays Haïti à Cités-Unies France. Alors je vais apporter un petit témoignage sur ce qu'est la coopération décentralisée pour les collectivités territoriales, c'est-à-dire c'est un appui institutionnel à la mairie du Cap, c'est-à-dire à faire en sorte que les élus du Cap
et les fonctionnaires du CAP se réapproprient leur domaine de compétences et d'éviter que des ONG ou d'autres et qu'ils puissent faire des plans de développement, etc. Et nous avons été bien entendu confrontés au tremblement de terre et nous avons créé un fonds à CETIS Unifrance pour reconstruire des écoles à Gressier-Léogane dans la périphérie de Port-au-Prince et qui a subi d'ailleurs des dégâts très importants parce que la ville a été entièrement, Léogane a été entièrement détruit. Léogane est la ville la plus atteinte. La plus atteinte. Et nous avons commencé au milieu de l'année 2010. Nous avons inauguré une école, seulement une école, que maintenant. Parce que nous nous sommes heurtés, bien entendu. On avait les fonds, on avait tous les moyens. Mais nous nous sommes heurtés, bien entendu, à la problématique qu'il n'y a pas d'État. Tout ce qu'on peut faire pour, je dirais, contrarier de la part du côté des Haïtiens et de l'administration et de l'État haïtien a été fait, si vous voulez. Et donc, on a vraiment des grosses difficultés. Je ne vais pas tout vous énumérer, mais c'est vraiment une grosse difficulté. Il y a, c'est vrai, un manque d'État en Haïti, c'est-à-dire qu'il y a des ministres, il y a des ministères, mais ils n'ont pas ni les moyens humains, ni les moyens matériels pour accomplir leur mission. Et en plus, tout a été détruit et on n'a pas reconstruit ces bâtiments. On a mis des bâtiments provisoires et rien n'a été reconstruit, en tout cas, de ceux que nous connaissons, puisqu'on connaît les administrations, on connaît, bien entendu, on travaille beaucoup avec... j'arrive plus à trouver l'ISPAN, et ça. Ah oui. Eh bien, ils n'ont aucun moyen technique et financier. Et là, nous nous critiquons parce que maintenant, nous qui sommes des élus locaux, on voit un peu comment fonctionne l'aide internationale, l'ONU, tout ça. On a beaucoup de critiques à faire sur ça. Vous avez parlé de la MINUSTAH. La MINUSTAH, qui a un budget colossal, n'a jamais aidé l'État haïtien à structurer son administration. Rien. Et je vous prends un exemple pour la mairie du Cap. Pour former la police du Cap haïtien, il y a 36 policiers de la MINUSTAH, 32 nationalités différentes, 80% non francophones. Comment voulez-vous faire du transfert de compétences ? Il y a des troupes de la MINUSTAH au Cap qui viennent du Népal, c'est la même région géographique, ils sont contents, les Népalais. On ne les voit jamais. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? Mais on n'aide pas Haïti, on aide le Népal. Parce que l'ONU donne $300 par jour par soldat au gouvernement népalais, qui doit payer $100 par mois le soldat. Et donc je pourrais vous en dire beaucoup. En ce qui concerne, on travaille beaucoup avec la mairie de Paris. La mairie de Paris était consternée parce qu'elle avait dégagé 150 millions d'euros pour la ville de Port-au-Prince, dans le cadre de l'AIMF. Ils n'ont pas pu les engager. C'est vrai que le maire de Port-au-Prince disait « Donne-moi l'argent ». La mairie de Paris dit « Je ne vais pas te donner l'argent, donne-moi un projet, dis-moi ce que tu vas faire ». Et c'est vrai que les comment on appelle ça, les débris ont été dégagés en partie. On a évacué la place du Champ de Mars, dont il n'y a plus des camps de toile. Donc tout ça, ça fait propre pour, bien entendu, les journalistes qui viennent. Mais il n'y a pas eu de reconstruction de ministère ou d'autres bâtiments publics. Il y en a très peu. Les seules constructions qu'on connaît, c'est un hôtel Marriott qui va se faire dans le centre-ville ou d'autres initiatives comme ça. Donc, on le sait depuis longtemps, Haïti souffre d'un manque de gouvernance. Et bien entendu, on est assez frileux parce qu'il y a de la corruption. Moi, je vois beaucoup de ministres qui ont été ministres en Haïti, qui n'ont pas eu d'autre carrière. Ils ont des villas somptueuses à Boca Raton ou ailleurs. Cherchez l'erreur. Voilà. Il n'y a pas d'erreur. Mais aussi, je dirais quand même qu'il y a aussi des... Et là encore, il faut qu'on soit prudent. J'aime bien ce que vous avez dit, parce que là, vous avez donné des exemples concrets de gaspillage et de mystification. Moi, je dirais que pour ce que j'ai vu, quand c'est direct, par exemple, de certaines régions, et que ça va directement sur des projets menés et pensés par les Haïtiens, ça fonctionne. Quand on multiplie les intermédiaires, on va droit à la catastrophe, et c'est là qu'est la véritable corruption. Là encore, vous avez dit qu'il n'y a pas d'État, et c'est vrai quand vous parlez des conditions de travail des responsables haïtiens.
Mais il faut dire aussi, on ne le mentionne pas suffisamment, que quand les Haïtiens, que ce soit du lieu de l'État, que ce soit du lieu du civil ou du social simplement, pensent et disent voilà ce que nous voulons, ils font face à beaucoup de réticences, voire même au dictat de n'importe quel petit macaque qui travaille pour une ONG en Haïti. Excusez-moi, hein, si je dis macaque, je ne devrais pas dire ça, j'enlève le mot. C'est parce que je suis en colère, excusez-moi, j'enlève le mot. N'importe qui aujourd'hui en Haïti, qui vient de l'étranger et qui a un peu d'argent, peut s'adresser à n'importe quel haut fonctionnaire haïtien en disant « je veux ». Et il y a même un incident que tout le monde connaît entre le ministre de la Santé d'Haïti et une ONG, mais cette ONG, elle avait plus d'argent que le ministère de la Santé publique. Et il y avait une querelle autour de la construction d'un hôpital, et le ministre dit « moi, je ne veux pas de cet hôpital dans tel lieu, je le veux dans tel autre lieu », et l'ONG dit non. Et le ministre a fini par dire, et là justement c'est la différence entre cet homme-là et Préval et Bellerive, il a dit si vous construisez cet hôpital, moi je fais venir les bulldozers. C'est évoqué dans le film. Hein. Et ça c'est important. Oui, et c'est bizarre que Raoul... C'est Bellerive qui en parle dans le film. Et c'est bizarre, c'est Bellerive qui en parle, mais Bellerive et Préval, ça n'a pas du tout été leur attitude à eux. Ouais. Ils parlent comme si eux, ils n'avaient pas de pouvoir. Alors que justement, un ministre a pu dire ça. Donc si un ministre a pu dire ça, et eux, ils auraient quand même pu faire acte de résistance. Mais c'est bien de résistance qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, je le répète, en Haïti, n'importe qui peut dire, vous savez, moi j'ai une ONG, j'ai un projet, et les Haïtiens disent, nous pensons que les choses devraient être faites de telle façon. Et l'autre dit, maintenant, c'est à moi de penser, je viens vous aider, vous êtes le troupeau, nous venons vous aider, et vous n'avez qu'à être le gentil mouton. Alors oui, la ville de Suresnes, j'ai eu l'occasion de venir plusieurs fois à des réunions sur Haïti à Suresnes. La ville de Suresnes, donc dans la coopération décentralisée, comme La Rochelle, comme d'autres villes. Et vous avez eu beaucoup de difficultés à construire une école. C'est bien cela, hein? Oui, voilà. Eh bien, la République dominicaine a construit une université. Comme ça, d'emblée. Alors, je ne sais pas très... à titre d'information, le bâtiment est fissuré. Ah oui, ça. Bon, quand je l'ai vu, il était. J'ai pas vu les fissures. Hein. Je n'ai pas vu les fissures. Mais la République dominicaine a construit une université, un cadeau, si vous voulez, hein, à Haïti, à Limonade. Alors on peut discuter du lieu, hein, parce que c'est un peu isolé. Hein. Si vous avez vu l'université de Limonade, oui, les relations avec le Cap ne sont pas très faciles si on n'a pas sa propre voiture. Enfin bon. Mais là, on a un exemple absolument parfait de l'État voisin qui construit à côté. Qui construit une université comme il en a envie, comme il veut, à sa façon. Ça a été négocié, mais quand même, vous n'avez pas eu la même facilité apparemment. L'histoire de Limonade, c'est que le président de Saint-Domingue a dit « je veux offrir une université à l'État haïtien ». Et il a dit il voulait le faire à Port-au-Prince. On lui a dit « pas touche Port-au-Prince », parce qu'il y a un accord franco-américain, donc allez le faire ailleurs. Et ils ont trouvé Limonade, parce qu'il y avait des terrains qui étaient disponibles, et ils ont construit rapidement, à la surprise spectaculaire là, des Haïtiens qui, quand on leur dit qu'il y a un projet, ils attendent 5 ou 6 ans que ça... En moins d'un an, c'était construit, moins d'un an, et ils ne savaient même pas quel est le contenu qu'ils allaient mettre dedans. Et aujourd'hui encore, c'est... Finalement, il y a effectivement des problèmes de finition, mais ça peut accueillir 5000 étudiants. C'est un gros problème parce que c'est totalement isolé, donc les professeurs n'ont pas de logement, les élèves n'ont pas de logement. C'est vraiment, c'est pas facile. Voilà. Sur ce point-là, peut-être Jean-Paul, tu peux intervenir, non? Donc il y a Jean-Paul qui est membre d'Haïti Futur et donc qui connaît bien Jean-Marie Théodat, donc qui dirige cet établissement. Est-ce qu'il est encore en place? Aux dernières nouvelles, Théodat est toujours là-bas. Jean-Marie Théodat, donc géographe, voilà, qui dirige l'établissement dans des conditions extrêmement difficiles, typiques donc d'Haïti, avec au-dessus un État qui est une tutelle, mais qui est en même temps un État faible, et qui par définition donc, a très peu de moyens, mais se voit donc avec cet établissement tout neuf, flambant neuf, donc offert par la République dominicaine. Donc, quelles sont les nouvelles du terrain? Je crois qu'on vient de les évoquer. On ne peut pas aborder un problème qui concerne Haïti sans évoquer des contradictions. On ne peut pas avoir un regard univoque sur Haïti et sur l'exemple de Limonade, c'est évident. C'est une université qui a été offerte
comme un cadeau, mais ce n'est pas seulement un cadeau, bien entendu, c'est aussi une façon de marquer une relation très particulière entre ces deux États. C'est vrai que cette université a démarré dans d'extrêmes difficultés, puisqu'on a bien un campus, on a bien des locaux qui étaient magnifiques au démarrage. Il n'y avait peut-être pas forcément tous les moyens pour le faire fonctionner. Comme vous l'avez dit, il n'y avait pas forcément d'endroit pour loger les étudiants. Et les professeurs ne voulaient pas forcément venir dans cet endroit tout au nord d'Haïti. Et je crois aussi que les institutions du Nord ne souhaitaient pas forcément non plus que cette université profite à d'autres personnes que des étudiants de la région. Donc c'était plein de contradictions, et cette université dont on démarre maintenant la deuxième année a encore beaucoup de difficultés à trouver sa place. La première année, c'était en fait des formations un peu préparatoires. On est en train, je crois, de définir un peu les cursus, et tout est très complexe à l'intérieur même de l'administration. Les relations sont parfois difficiles, mais c'est le reflet d'Haïti, tout simplement. Je voudrais juste dire un petit mot de réagir à ce film. J'ai beaucoup apprécié votre réaction, Monsieur Trouillot, parce que j'ai eu un peu le même sentiment. J'ai l'impression que l'analyse qui est faite, en particulier de la période électorale, me semble quand même un petit peu étonnante. Je crois que ce n'est pas l'endroit pour s'y attarder. Mais ce qui me paraît le plus choquant dans ce film, c'est qu'en fin de compte, il n'y a aucune visibilité. L'analyse sur les institutions internationales semble très, très pertinente et pointe bien toute la perversité de ce système. Mais en même temps, il n'y a pas de point de vue haïtien, au sens qu'on dénonce, mais on ne propose rien, et même on se refuse même à donner une alternative ou à proposer une alternative. Moi, ça m'a beaucoup choqué, c'est qu'on sort de ce film complètement anéanti en se disant « et maintenant ? Et quoi ?» C'est un petit peu mon sentiment. Voilà. Ouais, je n'ai pas d'autre avis personnel sur cette affaire, mais on sent vraiment que c'est un film qui ne propose rien, même d'un point de vue, je dirais, du peuple haïtien. Mais est-ce qu'un film doit être programmatique ? Je ne parle pas d'un programme, voilà. Mais j'ai l'impression qu'on montre ça à des Haïtiens, ils doivent vraiment, c'est ce que vous laissiez entendre, se dire mais que faire Que faire ? Mais c'est vrai pour d'autres films aussi qui ont été bien avant le séisme. Je pense à un film de fiction, Haïti Chérie. Moi, je me souviens de l'avoir passé devant des associations haïtiennes. À la fin, ils disaient mais alors, quelle solution ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'était un constat. Mais là encore, c'est un peu l'air du temps en quelque sorte. Hein. C'est récurrent. Lequel ? Celui de Raoul Peck. Il y a une colère populaire, oui. Ouais. Je vais faire très court parce que visiblement je ne suis pas la seule à vouloir parler. Je voudrais revenir sur la façon dont vous parliez des OI, type ONU, Banque mondiale, et des ONG. Je crois qu'il ne faut pas les mettre toutes dans le même sac. Je pense que l'ONU, notamment la Banque mondiale, ont tendance à effectivement servir leurs intérêts particuliers. Maintenant, il y a beaucoup d'ONG qui dépendent de leurs subventions et qui donc sont obligées de s'aligner sur ce qu'ils veulent. Et moi, la façon dont j'ai ressenti plutôt la voix de la narratrice, c'était plutôt comme une travailleuse humanitaire frustrée de ne pas pouvoir réellement agir. Pour avoir des gens très proches qui travaillent dans l'humanitaire en Haïti, je sens leur frustration, et c'est vrai que c'est un bordel innommable. Visiblement, il n'y a aucune organisation, il n'y a aucune coordination, mais c'est des gens qui viennent là en toute bonne volonté et qui veulent effectivement amener leur pierre à l'édifice. Après, le débat de savoir si c'est à eux de le faire ou pas, je ne veux pas rentrer là-dedans. Il y a des choses à dire, clairement, mais je ne crois pas qu'elle parle à la place des Haïtiens. Je pense qu'elle parle en tant que travailleuse humanitaire en Haïti. Voilà. Bon, moi j'ai écrit quelques petits textes sur ce secteur de l'humanité, parce que évidemment c'est devenu une industrie. Il ne faut pas qu'on se mente. Et moi, haïtien, je n'ai pas le temps de faire le tri qui a de bonne volonté, qui n'est pas de bonne volonté. Ce qui m'intéresse, c'est le fonctionnement global des choses. Et quand je vois la situation des Haïtiens, je vous avoue que je n'ai pas le temps de pleurer sur la bonne ou la mauvaise conscience de quelqu'un qui dit
venir en Haïti aider, qui dans la majorité des cas gagne un salaire que lui ou elle n'aurait pas gagné chez lui, bénéficie d'un certain nombre d'avantages, bénéficie d'une visibilité au sein de l'élite haïtienne et dans les relations de pouvoir à l'intérieur de la société, parce que être blanc en Haïti, c'est déjà un acte de pouvoir. Et il y a tout cela qui se joue. Donc oui, il y a bien sûr des gens qui sont de bonne foi, comme il y a des gens de mauvaise foi. Mais dans la MINUSTAH aussi, il y a des gens de bonne foi et de mauvaise foi. Pourquoi est-ce que je dirais que telle personne qui travaille dans l'humanitaire est de bonne foi et Bill Clinton de mauvaise foi? Comment est-ce que, à partir de quels critères est-ce que je fais cette évaluation? Donc ça ne peut pas être un argument. Et c'est cela qui est dérangeant, ça ne peut pas être un argument. Le compassionnel ne peut pas être un argument quand on parle d'une société. C'est le structurel, le structurant qui doit être un argument. Et désolé de vous dire, le problème des ONG, c'est qu'elles remplacent justement une logique structurante par une logique compassionnelle. Et le compassionnel ne peut que se perpétuer. Alors que ce dont on a besoin, c'est quelque chose qui structure autrement pour que les ONG partent au plus vite. Donc, qu'elle ne soit plus utile. Qu'elle ne soit plus utile. C'est quelque chose qui devrait justement conduire à sa propre négation, à sa mort. Or, ce n'est pas le cas. Parce qu'au moment où nous parlons, il y en a qui s'arrangent pour rester, il y en a qui partent, qui regrettent de devoir partir, qui disent « Oui, je n'ai pas suffisamment aidé, je n'ai pas réalisé tout ce que je voulais. » Mais je vais vous dire en toute honnêteté, est-ce que pour nous, Haïtiens, c'est quelque chose qu'on a le temps de penser et qu'on doit prendre au sérieux avec les problèmes qu'on a? Restons dans le global, dans le général, parce que je crois que c'est avec ça qu'on peut faire avancer l'histoire. Maintenant, vous savez, ils ont toujours la possibilité, comme Raoul l'aide à le faire dans le film, d'écrire leur mémoire, de faire des petits textes sur « Voilà, j'ai voulu aider, ça s'est mal passé ». Je pense que la littérature et le cinéma peuvent servir pour ça, mais dans la réalité, ce n'est pas quelque chose de déterminant s'il faut penser les rapports entre Haïti et la communauté internationale et ce qu'il faut pour transformer la société haïtienne. Oui, alors donc je vais continuer donc dans le sens de l'intervention donc de monsieur. Tout à l'heure, j'ai pas retenu son nom. C'était justement quelle perspective, sur la perspective donc après ce film et même donc dans le cadre de ces débats. C'est vrai que donc là jusqu'à présent, peut-être que donc ça va venir donc après, mais de dire qu'est-ce qui va si on va sortir donc d'ici, si quelqu'un va sortir d'ici, qu'est-ce que cette personne va retenir de positif? Parce que donc jusqu'à présent, donc là, on est en train de dire donc qu'il n'y a pas de l'État. Donc ça fait donc des années, des décennies qu'on a constaté cela. Donc il n'y a pas de l'État dans le sens donc occidental donc du terme, donc si vous voulez. Et puis, donc, on a dit donc, effectivement donc, qu'il n'y avait pas de plan global de développement. Alors, donc, il faut tenir compte aussi donc, du contexte. C'est vrai que donc, bon, on le sait hein, que donc, l'équipe gouvernementale, après donc, le séisme, donc, a été critiquée, donc très, très critiquée. Mais donc, il faut, non pas pour les excuser, mais il faut tenir compte aussi donc, des dégâts qui ont été fait donc, sur l'ensemble du pays, sachant que donc, Port-au-Prince c'est le centre donc, des pouvoirs. Et donc quand on a donc, des bâtiments et des techniciens, donc, des fonctionnaires donc, qui sont morts donc, et en nombre important, on ne peut pas ne pas tenir compte de cet élément-là dans n'importe quelle analyse. Donc, donc je terminerai donc, là-dessus pour dire que je souhaiterais que donc ici, en sortant ici, qu'on nous dise qu'est-ce qu'il y a comme perspective pour le plus gros problème donc d'Haïti, c'est-à-dire donc l'absence de l'État. Qui est on? Et puis je vais vous dire une chose. Là encore, c'est là que le film est, sans vouloir abîmer le travail de Raoul. Oui, il n'y a pas d'État. Bon, je garde la formule. C'est peut-être pas le moment ou le lieu pour la penser véritablement en théorie, cette formule-là. Mais il y a eu des propositions haïtiennes. Ça ne paraît pas du tout dans le film. Moi, je fréquente le milieu de l'éducation. Il y a eu ce tremblement de terre. Il y a eu un bon nombre d'écoles qui se sont effondrées à Port-au-Prince. Il y a des écoles qui ne se sont pas effondrées. Les responsables de certains nombres d'établissements scolaires en état de fonctionner se sont mis ensemble. Je peux vous en parler parce que la première réunion a eu lieu chez moi. Ils ont essayé de contacter
le ministère de l'Éducation nationale pour dire voilà nos propositions par rapport aux institutions, aux immeubles, aux bâtisses qui tiennent, on pourrait faire quelque chose. Voilà les propositions. Ministre, non, je vais parler créole, pas me péter dans le coton bas au senti. C'est-à-dire, il y a eu des propositions haïtiennes dans tous les domaines. D'ailleurs, si vous lisez, les architectes haïtiens sont constamment en train de se plaindre en disant eux, ils ont des propositions, personne ne les a jamais contactés. Non seulement cet État, ces acteurs politiques qui étaient au pouvoir, non seulement ils se sont aplatis devant la communauté internationale, mais ils n'ont pas tenu compte des propositions haïtiennes. Et on a l'impression finalement, quand on ne connaît pas la réalité, que c'est justement un pays amorphe qui n'a rien proposé par rapport à ces problèmes. Or, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Je vous signale une chose. On a beaucoup parlé des tentes, de ceci, de cela, de tout ce qui est venu d'ailleurs. Mais le tremblement de terre a affecté une grande partie de la population de Port-au-Prince. Je n'ai jamais lu un seul reportage sur le fait que nombre d'Haïtiens ont pris chez eux des Haïtiens qui n'avaient plus de domicile. La première aide à la population affectée a été fournie par des Haïtiens qui ont pris des gens chez eux. Personne n'en parle. Solidarité de voisinage, etc. Oui, exactement. Bien sûr, oui. Personne n'en parle. On a fait comme si, rien, ça s'est passé. Personne n'est venu en aide à personne en Haïti. On a attendu les tentes. Or, ce n'est pas vrai. Il y a plein de choses qui ont été faites par les Haïtiens ou proposées par les Haïtiens, mais il n'y a pas eu de relais de la part des institutions de l'État. Moi, quand je dis absence ou carence de l'État, je ne me place pas dans le court terme d'aujourd'hui. Carence, disons, des individus qui sont ministres, qui sont présidents, qui sont premiers ministres, et qui sont ce qu'ils sont et ils passent. Hein. C'est une carence structurelle très ancienne. On y viendra peut-être tout à l'heure, mais c'est pas nouveau. On peut y venir peu à peu d'ailleurs. C'est pas nouveau qu'une élite haïtienne s'est imposée très tôt dans l'histoire de la jeunesse de l'État haïtien et n'a jamais quitté le pouvoir. Les familles se retrouvent, ou les clans, etc. Et cette élite ne s'est jamais beaucoup passionnée pour le développement et l'aménagement du territoire de l'intérieur du pays. Et le séisme n'a pas changé radicalement le comportement. Voilà. Une administration étatique est capable de faire des routes, de faire des lignes électriques, d'installer le téléphone, etc., ce qui n'a jamais existé à l'intérieur du pays. Il ne faut pas perdre ça de vue. Même à Port-au-Prince, l'électricité est quand même une denrée rare avant le séisme. Avant le séisme. Quant au téléphone, maintenant il y a les téléphones portables qui règlent en partie le problème, mais avant ça ne fonctionnait jamais. Ça veut dire que l'administration de l'État s'était complètement désintéressée de tout cela, dès l'instant où les relations avec l'extérieur fonctionnaient. Avec Miami, ça marche. Puisque cette élite est bicéphale, on sait très bien. Il n'y a pas de vol Paris-Port-au-Prince, il y en a plusieurs par jour, Port-au-Prince-Miami. Et les vols sont pleins, parce que là, il y a une relation permanente. Ceux qui connaissent ne peuvent pas me contredire. Madame. Bonjour Isabelle, anthropologue. J'ai déjà été en Haïti, j'ai rencontré M. Rio. Merci de programmer cette réunion qui sont trop rares à Paris et justement, ça va contribuer à déconstruire cette image qu'on peut avoir de Haïti et de cette République des ONG ou la République de Port-au-Prince. Ce que je voudrais dire justement, vous avez commencé à soulever le problème qu'il y a, le rapport colonial intérieur en Haïti, parce qu'on parle du problème de la communauté internationale des ONG. C'est un problème complexe parce qu'elle-même exploite une grande partie de la population, des volontaires qui sont exploités à l'intérieur, tout ça, c'est une première chose. Et donc le problème du rapport colonial. Vous parlez des téléphones, vous dites, bon, maintenant il y a des téléphones, mais le petit téléphone illustre bien le problème qu'il n'y a plus, en fait, d'institutions étatiques. Parce qu'on parle de l'État, mais l'État, c'est quelque chose de... c'est une fantasmagorie. Il y a un gouvernement, il y a des institutions et des fonctionnaires. Ensuite, vous avez des organes, vous avez des programmes de télécom, des choses comme ça, et vous savez très bien que ces choses-là appartiennent à des Américains ou à des sociétés européennes. Et c'est ça qui doit être construit, et c'est une confiance aussi à l'intérieur entre les gens pour travailler. Voilà, et je pense qu'il faudrait faire beaucoup plus de tables rondes pour discuter de ces choses-là et comment régler ces choses-là. Deux petites choses au passage. Il me semble que je ne me trompe pas, que c'est une société vietnamienne, c'est ça, qui depuis 2 ans... oui, c'est ça. Donc, voilà. Donc,
comment ça se passe les choses avec cette société, donc le marché donc des... Oui. Est-ce que ça fait bouger les choses? Est-ce que ça... Ça fait rien bouger, ça Ouais. fait que... Ouais. Ça fait rien bouger, ça fait simplement que les gens ont besoin de téléphone donc pour communiquer. Donc Ça fait fonctionner le téléphone. Ouais, ça fait fonctionner le téléphone. Mais c'est déjà pas mal, mais enfin, par rapport à la période d'avant, il n'y en avait pas. C'est ça. Pardon. Ouais. Oui, c'est ce que je voulais. Voilà, mon bout. En fait, ce qui se joue, c'est qu'on essaie d'imposer un capitalisme libéral en force, et les ONG, les grosses, parce qu'il y a plein de petites québécoises comme ceci qui fonctionnent très bien, qui font travailler du personnel haïtien en Haïti. Il ne faut pas jeter tout le bébé, tout ça, c'est tout petit. Mais ce sont les grosses, et qui sont au service effectivement d'une idéologie capitaliste. Et c'est ça qui se joue en Haïti, en fait, et à Port-au-Prince, un des gros problèmes. Voilà, moi, c'est mon avis. Alors, peut-être on peut rentrer de plein pied dans la deuxième partie, c'est-à-dire justement pourquoi n'y a-t-il pas d'État en Haïti, et ce qui requiert de faire un grand détour, donc par l'analyse historique du temps long, et voir l'analyse anthropologique. Voilà, donc je vous laisse la parole là-dessus. Oui, alors l'historien ne répond jamais à la question pourquoi. On essaie de savoir comment, c'est déjà pas mal. Le pourquoi, c'est autre chose. Alors comment les choses se sont passées? Écoutez, il faut remonter incontestablement à la naissance de l'État, à la naissance de l'indépendance, à la structuration de cette nouvelle société. On a eu Lionel Trouillot y était également, une grande actualité haïtienne à Paris ces derniers temps. Samedi, on a eu un débat fort intéressant d'ailleurs, un débat en 2 temps sur Haïti, Césaire et Haïti, Haïti et Césaire. Et dans le débat, la partie politique du débat, on a évoqué évidemment la tragédie du roi Christophe et cette tirade qui a été lue par une actrice où Christophe dit, ben voilà, nous devons dresser ce peuple d'ignorants, ce peuple d'incapables. Nous devons le dresser. Il faut créer un État pour dresser ce peuple. Quand je dis Christophe, bien sûr, c'est Césaire. Il ne faut pas se tromper sur celui qui a tenu la plume. C'est Césaire, bien sûr, au début des années 60, 1960, et non pas Christophe au début du 19e siècle. Mais le problème est là, c'est que une indépendance a été proclamée par une élite noire et mulâtre, qui a conservé ce pouvoir et qui l'a structuré à sa façon. Et la population, alors il faudrait rappeler, je ne veux pas faire un cours d'histoire ici, quoique ce serait intéressant, je suppose, que les jeux sont faits, les choses auraient pu tourner autrement, mais non pas tourner autrement. Les jeux sont faits dès la proclamation de l'abolition de l'esclavage. Quand Sontonax proclame l'abolition de l'esclavage à la fin du mois d'août 1793, il dit aux esclaves qui sont là, enfin ceux qui ne sont plus esclaves dans les 5 minutes qui suivent, puisqu'il va prononcer la liberté, il a dit voilà, en France, tout le monde est libre, tout le monde travaille. Vous allez être libre, vous allez travailler. La liberté, ce n'était pas l'oisiveté, ce n'est pas la licence, etc. Il faut travailler. Et on organise le travail tout de suite. Et dès cette proclamation, il y a ce qu'on appelle le fameux règlement de culture qui distingue 2 catégories de citoyens. Ceux qui ont toujours été libres, ceux-là sont pleinement libres, pleinement citoyens, et puis les anciens esclaves, ceux qu'on appelle les cultivateurs. Et ceux-là, et c'est le texte même, sont soumis à des règlements et à des obligations particulières. Obligation de travailler, obligation sur les anciennes plantations, obligation de résider, etc. Délit de vagabondage pour ceux qui seraient un peu récalcitrants, etc. Et donc c'est la naissance de 2 sociétés. Une société libre, pleinement citoyenne, qui n'a jamais connu la servitude, et la masse énorme, 85% de la population, de ceux qui sortent de l'esclavage, on peut dire un peu par la petite porte, puisqu'ils sont libres, mais pas égaux. Ils sont soumis à des lois particulières. Eh bien, ces règlements ont été aggravés, parce qu'évidemment, ça ne marche pas, ils ne sont pas d'accord. Donc, ils sont très très réticents, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, on aggrave la répression, on aggrave les châtiments pour ceux qui refusent. C'est la Constitution de Toussaint Louverture qui instaure un régime militaire dans les campagnes, la Constitution de 1801. Et ça va être répété de
de régime en régime, en quelque sorte, sous Christophe, etc. Bon. Et puis ça va se codifier dans le règlement, le fameux Code rural de Boyer de 1826, qui quadrille la campagne de façon militaire et qui fait des citoyens ruraux, enfin des ruraux justement pas tout à fait des citoyens, des gens à part, et qui sont malheureusement c'est comme ça, l'immense majorité de la population. Et cette dichotomie entre deux sociétés en une société, hein, il y en a deux niveaux, bah, s'est perpétuée très longtemps. Peut-être jusqu'à aujourd'hui. Hein, pas, bah oui, parce que les campagnes surpeuplées se sont déversées dans les villes, les bidonvilles, plus l'émigration, l'exode, hein, l'émigration à l'extérieur. Même si depuis la chute de Duvalier, ces règlements de culture particuliers, cet embrigadement des campagnes n'existe plus sous la même forme, il y a quand même cette intériorisation que le paysan, c'est un citoyen à part. C'est comme ça, voilà, et ça continue. Donc voilà, on a une élite qui va faire fonctionner cette République d'Haïti en regardant vers l'extérieur. Le commerce extérieur, la finance, etc. D'où évidemment les fortunes importantes qui se sont constituées très tôt, très tôt, sur l'import-export et sur la spéculation financière. La première étant, c'est bien connu, celle de la dette de l'indépendance, qui n'a pas été une perte pour tout le monde. Moi, je crois que dans la longue durée, il faut préciser peut-être deux choses. Est-ce qu'il n'y a pas une première révolte d'esclaves en 1791 Bien sûr. Vraiment le fait des esclaves. Bah, bien sûr. Voilà. Oui. Donc quelle différence entre 1791 et 93 ? Non, c'est-à-dire que les esclaves ont pris les armes. Bon, on a présenté lundi, je ne vais pas faire de publicité, mais un peu quand même, hein, le livre majeur de Caroline Fick qui a été traduit après 23 ans. Donc c'est un peu tardif, mais maintenant ce livre existe. Hein. La révolution de Saint-Domingue et d'Haïti, donc vue par les esclaves. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont été le moteur de la révolution qu'ils ont gagné, qu'ils ont pris le pouvoir. Ils ont abattu le système de l'esclavage. C'était la force décisive qui a obligé la France à abolir l'esclavage dans le contexte de la guerre avec l'Angleterre, etc. Ensuite, cette masse qui a servi quand même, les troupes, c'était eux, hein, qui ont gagné la guerre d'indépendance contre Leclerc et Rochambeau, donc qui ont amené les Français à capituler à la bataille de Vertières. Ils ont gagné la guerre, mais ils n'ont pas pris le pouvoir. C'est pas eux qui sont au pouvoir. Jamais. Jamais. On peut dire les choses comme ça. Une sorte de servitude de la glèbe, de la terre, oui, d'une certaine façon, oui. Hein. Mais comment ? Comme un moudjik. Bah, ce sont des comparaisons un peu violentes, hein, parce qu'on sait très bien que chez nous, le mot servage n'a pas très bonne presse. Hein. Mais, puisqu'on parle d'histoire, allons jusqu'au bout, hein, dans les débats du XVIIIe siècle, ceux qui réfléchissent comment supprimer l'esclavage, beaucoup disent on ne peut pas le supprimer d'un seul coup, il faut une transition, c'est le servage. Sauf que là, la transition a duré un certain temps. Hein. Mais moi, je ne parle pas de servage. Hein, parce que le servage, c'est quelque chose qui juridiquement est très, très défini. Mais il y a, c'est ce qu'on va appeler des paysans contraints. Ils n'ont pas la pleine liberté de leur travail, d'aller et venir, etc. Il y a des passeports intérieurs, etc. Un des exemples, la langue, le créole voilà. Et le français. La maîtrise du français va vous donner accès effectivement à des choses et le paysan parle la langue majoritairement créole. Donc ça déjà, vous voyez, on ne peut pas comparer avec les moudjiks. Comparaison n'est pas nécessairement raison, faire attention, et Haïti... Mais ça a été fait à l'époque. Hein. Oui, mais ça veut pas, hein, c'est pas pour ça qu'il faut le faire maintenant. Mais développer justement la langue, par exemple, ou la religion, hein, le vaudou, tout ça, le catholicisme, il y a deux cultures qui se sont développées en rivalité, en dialectique aussi, en se définissant l'une par opposition à l'autre. Et c'est ça qu'il faut aussi réconcilier à l'intérieur, les défiances, faire tomber ces murs, des murs invisibles, sociaux, très forts. Et comment on peut reconstruire de l'intérieur déjà ces choses-là. Je pense que les chercheurs, les artistes participent et il faut continuer. La dette française peut être réparée, à mon avis, en France, venant de grandes institutions comme Arte, comme les universités, parce que ce n'est pas l'argent nécessairement tenant, mais voilà, soutenir la recherche interne et les artistes internes, c'est ça. Historiquement, sur le temps long, est-ce que les travaux historiques n'ont pas montré qu'une opposition entre bossal et créole
a pu se pérenniser dans le temps, opposition très ancienne, donc qui remonte en fait à toute la période de l'esclavage. Oui, dès le XVIe siècle. c'est une des clés. Enfin, Ouais, pour ouais. le XVIe siècle, il n'y a Voilà. pas grand-chose Oui, dans oui, oui, l'île c'est tout espagnole. début, mais C'est XVIIe, surtout au ouais. 18e, fin 18e, fin Ouais. 17e, début 18e Ouais. siècle. Enfin bon, on ne va pas faire de l'histoire trop chronologique, ça va lasser tout le monde. Mais il y a quand même une particularité de cette partie française de Saint-Domingue, c'est la massification de la traite. Elle est plus importante que partout ailleurs. Donner simplement un chiffre, hein, un seul, hein, dans la décennie qui précède la Révolution, c'est-à-dire entre la fin de la guerre d'Amérique, qui avait interrompu la traite, comme toutes les guerres sur l'Atlantique, et l'insurrection qui va arrêter net la traite et qui, elle, cette fois, elle ne reprendra jamais. Chaque année, c'est entre 40 et 45 000 esclaves qui sont vendus à Saint-Domingue. C'est-à-dire 45 à 50% de toute la traite atlantique. C'est-à-dire qu'un esclave sur deux qui quitte les côtes d'Afrique est vendu à Saint-Domingue. Ça donne le vertige. Et ça permet de comprendre, évidemment, la part, pour répondre à la question, la part des bossals dans la population au moment de la révolte. Les bossals, je rappelle, pour ceux qui ne sont pas ni haïtiens ni historiens, ce sont les esclaves nés en Afrique, par opposition aux esclaves créoles qui sont nés, parfois nés eux-mêmes de parents créoles, hein, parce qu'il y a des générations qui se sont constituées, qui sont nés dans la colonie et qui sont donc accoutumés à la colonie, qui ont été en principe formés, mieux éduqués, qui ont une spécialité professionnelle, ce qu'on appelle les esclaves à talent, alors que le bossal, c'est celui qui débarque d'Afrique et qu'on met dans les champs de canne, qu'on fait tourner le moulin, etc., les travaux les plus durs, et l'espérance de vie la plus courte. Et ce sont ces bossals qui sont majoritaires dans la partie nord de l'île quand la révolte commence. Ça ne veut pas dire que ce sont des bossals qui ont mené le combat, même s'il y en a, qui ont dirigé. Je rappellerai que Toussaint Louverture, dont on n'a pas encore parlé, est un esclave, est un ancien esclave, est un affranchi, est un libre créole. Hein, lui-même propriétaire d'esclaves. Voilà, c'est quelqu'un qui a connu une ascension sociale importante, comme beaucoup de ceux qu'il va rassembler autour de lui pour mener la guerre et pour créer l'État, même si lui n'a pas créé l'État puisqu'il était mort avant. Oui, Oui, c'est bon. Véronique Bonnet, enseignante à l'Université Paris 13. Moi, j'ai une question pour Lionel Trouillot. Vous avez dit que vous animiez des ateliers d'écriture, si j'ai bien compris, et puis j'avais suivi donc ce que vous avez fait sur le site du Point, et notamment dans l'ouvrage collectif sur Haïti. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu la nature de ce travail ? Ce qui nous amène un peu dans une troisième partie du débat, donc sur les raisons d'espérer aujourd'hui. Que faire ? C'est un peu loin de ce dont on parlait, mais bon, le thème, les raisons d'espérer, je crois qu'il y a toujours des raisons d'espérer. Et on est vivant, donc vivre, c'est un peu, c'est se battre, donc les raisons d'espérer ou de désespérer, c'est presque un peu inutilement abstrait. On vit, on se bat, on essaie de transformer ce qui est transformable, quoi. Donc on a toujours des raisons d'espérer. Mais pour ce que je fais modestement, ça fait 8 ans ou 9 ans que je dirige un atelier où il y a des gens qui viennent s'essayer au risque de l'écriture. Et ça fonctionne depuis 8 ans. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, ça se passe en créole, ça se passe en français, il n'y a pas d'interdit sur l'âge, sur la nationalité, la couleur. L'idée, c'est d'écrire, c'est de produire du texte. Et en interrogeant, bien entendu, les relations entre le langage et le social. Je vois mal comment cette question de la relation entre langage et social pourrait être évitée dans un pays comme Haïti. Et ça s'est développé dans le temps, c'est devenu une association. Et on anime aussi, c'est-à-dire les membres de cet atelier, les membres permanents de cet atelier, eux aussi animent des ateliers à la demande d'associations, d'institutions scolaires. Et aujourd'hui, on est arrivé à la création d'une petite maison d'édition où l'on publie des textes des écrivains, si vous voulez, qui sont nés par ce travail d'atelier. Bon, vous parlez de ça parce que, bon, Lionel Trouillot, il est un peu connu, mais
beaucoup d'activités de ce type en Haïti qui essayent de se mettre en place sans aucun support institutionnel de la part de l'État, de la part de la bourgeoisie haïtienne et souvent de la part de la communauté internationale. Mais là encore, il faudrait enquêter sur les zones de vitalité en Haïti. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, on n'en parle pas, on n'en tient pas compte dans les décisions et dans les décisions qu'on applique vis-à-vis d'Haïti et dans les portraits qu'on dresse de ce pays. Mais ce n'est pas un pays mort, c'est pour ça que quand on parle de raison d'espérer, ça me paraît, moi, haïtien qui vis là-bas, ça me paraît tout à fait inutile de parler des raisons d'espérer. Il y a des gens vivants qui se battent pour changer leurs conditions d'existence. Donc la question, y a-t-il des raisons d'espérer ça? Si vous demandez ça à un Haïtien, il va peut-être vous rironner, dire de quoi est-ce que vous parlez là. Oui, tu as raison. Après, il faut reconstruire la ville. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Probablement. Quand est-ce que j'ai fumé? Ah non, c'est absolument interdit. C'est absolument interdit. Vous êtes épuisé? Jacques, peut-être un retour, non? Oui, donc alors. Oui, je suis entré dès le piège, je suis conservateur ici au musée du Quai Branly en charge des collections des Amériques. Je ne me permettrai pas d'insister trop lourdement, mais je me trouve avoir été envoyé en Haïti par le ministère français de la Culture juste après le tremblement de terre pour une mission qui peut paraître un peu dérisoire au regard des problèmes humanitaires qu'on a soulevés, mais c'était aussi la volonté d'un certain nombre de collègues haïtiens, à commencer par les gens de l'ISPAN, l'Institut de sauvegarde du patrimoine haïtien. Et donc avec deux autres collègues, moi j'étais très réticent pour tout vous dire, parce que ce qui m'a frappé à l'époque, pour connaître aussi Haïti avant, c'est pour ça qu'on m'avait sollicité, c'est d'observer un peu une forme de tourisme, de mission, je pourrais appeler ça comme ça, après le tremblement de terre, où on se sentait très mal à l'aise, quoi, où les collègues sur place, ils nous disaient, écoutez, vous n'êtes jamais que le 15e qui me passe visiter tel monument ou telle problématique. Et donc, de ce point de vue-là, on ne se sentait pas forcément très à l'aise. Et on a parlé des ONG, mais c'est vrai aussi qu'il y a eu, je pense, une défaillance aussi de la part des pouvoirs publics. Ici aussi, en tout cas pour ce que je connais du côté français, puisque les gouvernements, le ministère de la Culture, pour ce que je connais, on a une certaine mobilisation médiatique au moment de l'événement. Il y a eu ce genre de mission. On est rentré avec mes collègues et en discutant de manière très très pragmatique avec les collègues de l'ISPAN de choses, mais toutes bêtes et toutes simples, vraiment rades et pâquerettes, passez-moi l'expression. Vous donner un exemple, par exemple, le centre d'art haïtien avait été complètement détruit. Les gens sur place, et dès le jour même du séisme, ont réussi à sauver un certain nombre d'œuvres dans le bâtiment complètement écroulé. Et ces œuvres, depuis, étaient stockées de manière très précaire dans 2 containers, juste devant le centre haïtien, avec des problèmes de garde, des problèmes de climat, etc. Arrivé en France, on proposait tout simplement d'acheter 2 containers pour stocker comme il faut, les containers climatisés, les œuvres. Parce que je pense que ce n'est pas aux hommes de l'art qui sont ici aussi que aussi sauvegarder ce patrimoine est fondamental aussi, cette histoire de là. Et finalement, 4 ans plus tard, jamais personne côté français n'a été capable d'aider à acheter 2 containers. Et c'est vrai que ça paraît délirant, quoi, juste délirant. Alors aux côtés de ça, effectivement aussi, pour l'avoir vécu, parce qu'on parle de manière très théorique, mais l'absence de structure d'interlocuteurs en face pose un problème. Le renouvellement aussi des leaders. On discutait avec le directeur de l'ISPAN, et puis 6 mois plus tard, c'était un autre, et puis encore après un autre. Donc c'est vrai aussi que c'est très très difficile du coup d'arriver à des choses très concrètes, parce que ce qu'on commence à bâtir, même très modestement, on a accueilli des gens ici pour les former, mais après de toute façon ces gens-là ils sont plus en poste parce qu'il y a eu un mouvement politique au sein du pays qui fait qu'on a débarqué ces personnes, et on travaille avec 3 ou 4 individus, quoi. Donc c'est particulier. Voilà, c'était juste ce petit témoignage, mais je pense qu'il y a un vrai problème malgré tout, parce que là, au jour où on vous parle aussi, il est question de faire une grande exposition sur Haïti très prochainement au Grand Palais, si je ne m'abuse, et je ne sais pas trop qui s'en occupe, je ne sais pas trop comment ça se passe. Le ministère de la Culture. Et je ne sais pas trop si les Haïtiens sont impliqués là-dedans. Et je trouve que là aussi, c'est quand même un peu ennuyeux, quoi. Donc il va y avoir un jour une grande messe à Paris sur l'art d'Haïti, au Grand Palais, a priori, si j'ai bien compris. Mais visiblement, voilà, ça échappe un peu à tout le monde de tous côtés, hein.
C'est pas la faute de Raoul Peck, hein, qui était ministre de la Culture entre 95 et 97. Donc ça, c'est derrière nous. Ouais. Allez-y, allez-y. Non, mais excusez-moi, ça fait longtemps que j'ai envie de pousser un coup de gueule, mais j'ai réfléchi. Parce que quand il a été nommé ministre et de la Culture, moi, je travaillais au ministère à ce moment-là. Il n'a jamais mis les pieds au ministère. Il a passé tout son temps en France à étudier la cinématographie. Et c'est Victor Benoît, qui était ministre de l'Éducation nationale à l'époque, qui a assuré l'intérim du ministre de la Culture. Il n'a jamais mis les pieds. Moi, en tant qu'haïtienne, c'est quelque chose qui me fait mal de voir ce film-là qu'il a tourné. Je ne veux pas critiquer son travail. Désolée. Je suis désolée. Je ne veux pas critiquer son travail. Mais Préval, quand il y a eu le tremblement de terre, il a perdu sa villa qu'il avait eue en cadeau de Jean-Bertrand Aristide pour service rendu à la patrie. Ouais, tout le monde a oublié ça. Et quand il a perdu son villa, où est-ce qu'il a été se loger? Au local, c'est à l'aéroport, au BRJ, hein, au local et de la police, qui se trouve tout près en face de l'aéroport. Et les policiers, pour rentrer dans leur bureau pour aller travailler, ils étaient obligés de s'identifier. Préval n'a jamais regardé les policiers. Il y en a qui dormaient dans la cour du commissariat, dans leur voiture. Préval et Jean-Max Bellerive, personne n'a regardé ces policiers-là. Personne ne leur a demandé s'ils ont perdu quelqu'un, comment vont leurs familles, où est-ce qu'ils dorment. Personne. Que ce soit Jean-Max Bellerive, je l'ai connu. Mais franchement, pas assez pour voir qu'il a cautionné ou qu'il a participé à ces genres de dérives. C'est vraiment aberrant. Jean-Bertrand Aristide, comme le professeur Trouillot l'a rappelé, lui, en 85, à l'occasion de l'année internationale de la jeunesse, j'avais participé à une campagne qu'il avait lancée. À l'époque, il était prêt. Une campagne d'alphabétisation où on devait alphabétiser un maximum de personnes. Moi, j'avais participé à cette campagne-là. Bon, après, j'ai eu le prix de jeune de l'année. Bon, c'est pas le plus important. Mais après, ça devait être pérenne, cette campagne-là. Mais après 85, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Le problème, on parlait de problème d'État, de déficience de l'État. Certes, en Haïti, il y a un problème d'État. Parce que la ville de Miragouane, qui est une ville côtière, où il y a de la bauxite, il y a eu un contrat avec les Américains, où les Américains devaient exploiter la bauxite en échange de mettre l'électricité dans la ville. Ils ont exploité la bauxite et l'électricité n'a pas été mise. Personne n'a vérifié ce contrat-là. Personne n'a vérifié le contrat pour voir qu'il y a une partie qui a rempli son contrat et l'autre ne l'a pas rempli. Donc, le problème, franchement, il est haïtien. Mais tant que, moi je le dis, à qui veut l'entendre, à qui veut être d'accord avec, le problème, il est haïtien. Et tant que les Haïtiens ne savent pas quelle langue qu'ils parlent, quelle langue de négociation qu'ils doivent utiliser, ce qu'ils veulent, rien ne pourra marcher dans ce pays. Quand j'ai vu le film, il y a Hillary Clinton. Il y a qu'elle. Quand elle est arrivée, elle a dit « Je suis venue voir comment est-ce que je peux vous aider, ce que je peux faire pour vous. » Si on veut aider quelqu'un, on doit demander à la personne « Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dans quel domaine vous voulez que je vous aide ?» Mais on ne peut pas arriver « Ah oui, c'est mon pays, c'est chez moi, je fais ce que je veux. » Non, ça ne marche pas comme ça. Et malgré qu'elle a eu cette démarche-là, mais le gouvernement en place n'a même pas eu le courage de lui proposer quelque chose pour lui dire voilà ce que nous, on veut. C'est vraiment dommage. Un autre exemple flagrant, il y avait un site tout près de l'ancienne cathédrale. En fait, un camp où il y avait des gens. Préval est descendu en personne, allé sur ce site-là, il est venu contrôler ce qui arrivait. S'il y avait de l'argent, il a dit, moi, je veux et l'argent qui arrive là pour contrôler. On lui a dit, non, nous ne recevons pas de l'aide monétaire,
mais d'aide alimentaire et de vêtements, en fait, en objets, etc. Il a dit, bon, dans ce cas, ce site-là doit être fermé. Donc, mais comment voulez-vous qu'on vous respecte? Certes, on parle de corruption, c'est par rapport à l'histoire du pays. Il y a une part de vérité là-dedans. Je ne dis pas que bon, la corruption, elle est partout, hein, je suis désolée. La corruption est partout, ce n'est pas qu'en Haïti. Ce n'est pas qu'en Haïti. Mais il y a une part de vérité là-dedans. Tant que nous, en tant qu'Haïtiens, nous ne savons pas ce que nous voulons pour le pays, rien ne pourra être fait. J'ai pas grand-chose à dire. Sur le tremblement de terre, je crois que si on veut analyser sérieusement ce qui s'est passé, on ne peut pas simplement dire les structures, il y a eu des acteurs, il y a eu des personnes impliquées dans la gestion des choses. Et on ne peut pas faire l'économie de la personnalité et du comportement des acteurs. On ne peut pas toujours tout mettre sur le dos de la structure. Un assassin est un assassin, quelle que soit la structure. Un voleur est un voleur, quelle que soit la structure. Donc il faut quand même poser cette question-là. On a eu ce tremblement de terre. N'oubliez pas que quand même, on a eu un président de la République qui a dit: le président Sarkozy veut me parler, mais je refuse de prendre le téléphone, je ne sais pas quoi lui dire. Voilà la première déclaration publique de René Préval après le tremblement de terre. Donc, les structures, c'est très beau, mais les individus, les acteurs, ça tient un rôle aussi. Quand on a dit les ONG font ce qu'elles veulent, il a dit c'est leur argent. Déclaration publique du président de la République. Donc, il faut quand même poser la question des responsabilités individuelles dans la gestion de la chose publique. Sur ce que vous dites, moi, je suis d'accord avec un certain nombre de choses. Il est quand même allé au ministère quelquefois, le ministre Peck, parce que je l'ai vu au ministère de la Culture. Donc ça, je tenais à le dire. Moi, je suis Anderson, haïtien, anthropologue, professeur à l'université au Brésil. Donc, réellement, je me souviens, après le tremblement de terre, quand il y a un ministre qui a appelé le président de Préval, l'ex-président, il ne savait pas quoi faire. Ensuite, il a appelé au téléphone l'ambassadeur français pour lui demander quoi faire. Donc, en même temps, je me sens mal à l'aise, pas seulement aujourd'hui dans ce cas-là, mais dans d'autres contextes, surtout quand on dit qu'il n'y a pas de l'État en Haïti. Là, il y a un problème. Là, ce n'est pas seulement un problème du point de vue analytique, du point de vue théorique, mais du point de vue pratique. Comment il n'y a pas de l'État? Bon, on peut utiliser d'autres expressions, d'autres termes. Il y a l'absence de l'État, les gens ne travaillent pas, il y a d'autres types de choses. Mais en fait, on a des gens qui travaillent. Ce n'est pas un problème théorique. Donc, quand on dit, par exemple, si pour soutenir, par exemple, si on dit aussi qu'il n'y a pas de l'État en Haïti, on peut soutenir d'autres thèses encore, de dire du point de vue socio-historique dans le pays, bon, ces gens-là, après la Révolution, après l'indépendance, ces peuples noirs, là, ces noirs, ils ne savent pas se gouverner. Ça, on peut utiliser cette thèse encore pour réaffirmer une question raciste encore. Pour dire, bon, on savait déjà après l'indépendance, ces gens-là ne pouvaient pas se gouverner. Donc, quand on dit réellement, il y a un problème, il y a des problèmes. Il n'y a pas un problème dans le pays, du point de vue politique, social, ou du point de vue de la manière de gestion du gouvernement dans le pays. Mais en même temps, on doit regarder aussi les différentes formes de gouverner le pays à partir de les autres pays. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire, durant le 19e siècle, le 20e siècle, jusqu'à nos jours, on a sur différentes formes des interventions militaires, politiques, sociales dans le pays. Même si le président, par exemple, une attitude, je me souviens, par exemple, un slogan créole que Préval utilise toujours, est « nager pour sortir ». Qu'est-ce qu'on dit? Un président de la République dit à le peuple, chacun doit nager pour sortir. Donc, c'est là encore, il y a un problème. Mais il y a une tension, par exemple, du côté en Haïti, les gens ont l'habitude de dire, bon,
Notre problème, c'est un problème de l'étranger. Ce sont les étrangers qui sont notre problème. Et de l'autre côté, à l'étranger, on dit souvent que les Haïtiens, ils doivent résoudre ces problèmes. Parce qu'ils ne savent pas se gouverner, parce qu'il y a un problème de corruption. Là encore, il y a une autre tension. Donc, ce n'est pas question qui est le coupable. Ce n'est pas ça la question. Si c'est les Haïtiens qui doivent se gouverner. Et quand on arrive en Haïti, on fait des réunions. Il n'y a qu'un seul Haïtien dans la réunion, c'est juste pour légitimer ce qu'on veut. Et là encore, on dit que les Haïtiens ne savent pas se gouverner. Oh, ils doivent résoudre ces problèmes. Ici, eux-mêmes, ils ne participent pas dans les réunions pour décider ce qu'ils veulent. Donc, il y a beaucoup de choses à penser et à repenser dans ce contexte. Je peux dire encore, au-delà de la question du tremblement de terre, parce que après le tremblement de terre, j'étais en Haïti en juillet 2010, après en janvier pour faire des recherches, ensuite en juillet de cette année, comme a bien souligné le professeur Trouillot, pour ne pas dire on n'a rien fait devant le Palais national. Il y a plus de gens à Place Broyer, à Pétionville, il n'y a plus de gens. Mais encore, qu'est-ce qu'on a fait? Presque 4 ans après le tremblement de terre. Souvent, les gens me posent des questions, par exemple au Brésil. Il y a beaucoup d'argent. On a donné beaucoup d'aide, beaucoup d'argent en Haïti. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Haïti est encore dans le pire. Vous savez, les tentes qui occupaient le Champ de Mars ont été simplement déplacées ailleurs, hein, à 15 km de la ville. Non, on a dégagé le Champ de Mars, on a dégagé le palais présidentiel, enfin les ruines du palais, et c'est vrai que c'est à peu près propre et net quand on est sur la place du Champ de Mars. Hein. Les réfugiés, les sans-abri qui étaient dans les tentes, on les a mis ailleurs, dans les mêmes tentes, dans des tentes différentes. Le problème, c'est qu'on ne reconstruit pas une ville, on reconstruit très lentement, ou alors elle se reconstruit de façon anarchique et spontanée, chacun construit sa petite maison dans son coin, parce que personne n'a donné des directives, n'a conçu un plan avec ce qu'il faut pour faire une ville. C'est pas chacun construit sa maison dans son coin en ramassant les pierres autour des ruines. Et ça existe, ça, à Port-au-Prince. Ça existe. Et puis là, vous savez bien que les villages de tentes qui ressemblent plus à des villes d'ailleurs qu'à des villages, c'est à perte de vue, on voit des tentes. Moi, je me souviens d'avoir été, là, il n'y a pas très longtemps, au mois de mai, sur les ruines archéologiques, hein, je dis ça, hein, de l'habitation Caradeuc, dans la plaine du cul-de-sac. À perte de vue, il y a des tentes. Les vestiges archéologiques sont dans les tentes. Quand les tentes vont partir, on ne sait pas ce qu'on va retrouver en dessous. Bon, ça c'est peut-être un détail, hein, après tout. Hein. Peut-être dans la situation catastrophique où est la population, après tout, pourquoi pas camper sur l'habitation Caradeuc, hein, qui est le plus bel aqueduc d'ailleurs de la plaine du cul-de-sac. Bon. Moi, c'est... Oui, voilà, bonsoir. Je voulais profiter de cette table ronde pour revenir sur les choses qui ont été évoquées, même dans la salle, concernant le tourisme. Donc c'est un petit peu plus sympa en tout cas. Et je travaille moi dans le développement touristique et je m'intéresse en particulier à Haïti. Et voilà, enfin vous avez dit que la reconstruction elle n'était pas encore vraiment faite. Et je voulais savoir comment on peut expliquer que à côté des hôtels comme Best Western qui ont été inaugurés cette année. Comment il peut y avoir donc, des initiatives comme celle-ci et à côté, donc, ce qui est le plus important n'a pas été opéré. Voilà. Enfin, je voulais connaître votre avis, en particulier peut-être Monsieur Trouillot. Cette initiative précédait le tremblement de terre. Il y avait déjà, depuis le gouvernement de Préval, il y avait déjà l'idée de... Oui, le Best Western, il y en avait d'autres. Il y a aussi Oasis qui
qui a été construit, c'était des projets, il y avait déjà une volonté de prêter une certaine attention au tourisme. Puis il y a des initiatives individuelles. L'hôtel Montana qui s'est effondré dans les conditions que vous connaissez, avec, on a dit, plus de 200 morts dans les ruines, est en reconstruction actuellement. Et à Pétionville, Villa Créole et El Rancho sont en reconstruction. On va faire, je crois, si je suis bien informé, un seul hôtel des deux qui étaient voisins. Donc les initiatives viennent des capitaux privés. Les propriétaires des hôtels ont trouvé les moyens de refinancer une nouvelle construction, et en sachant très bien que les hôtels seront rapidement pleins. Les hôtels en Haïti sont pleins. Les hôtels d'un certain standing sont pleins. Ah, voilà. Alors moi, pour ce qui est du tourisme, ce que j'ai vu, je pense que vous allez être d'accord puisque vous êtes plutôt opérationnel sur le nord, c'est que dans la région du Cap, il y a un grand effort. Une question, c'est un témoignage, un peu d'espoir, parce que nous, ça fait 15 ans qu'on est en Haïti. J'y étais encore il y a 3 semaines en mission, et nous, les choses avancent, mais avancent grâce aux Haïtiens. Et il y a des progrès spectaculaires qui ont été faits, et nous sommes contents parce que cet appui institutionnel, on voit qu'il est efficace et qu'ils se sont appropriés les dossiers. Et maintenant même, ils sont demandeurs de dossiers. Il y a un an, ils m'ont dit, Jean-Louis, il faut s'occuper... Dans le Nord. Dans le Nord. Voilà. Il faut s'occuper des enfants des rues. Voilà. Donc, ils nous ont demandé si on pouvait les aider sur les enfants des rues. Mais c'est eux qui s'approprient les dossiers et qui les font avancer. Et la société bouge et la ville bouge. Elle est très propre, la ville du Cap. Oui, un centre d'enfouissement va les être rues créé. sont refaites, Voilà. enfin, peut-être pas toutes, mais Oui. enfin bon, les artères principales. Le centre d'enfouissement où on va mettre tous les déchets, premier centre d'enfouissement sur Hispaniola, c'est-à-dire Saint-Domingue et tout ça, ça va être fait à Limonade, ça va être en cours de construction. Et c'est la mairie du Cap et de Limonade qui se sont appropriés le dossier. Et parfois, c'est très difficile parce que nous avons nos techniciens qui y vont et ils ne comprennent pas parfois. On croit qu'ils comprennent, mais ils ne comprennent pas. Donc, il y a toujours un dialogue. Et c'est des dialogues humains, c'est-à-dire c'est des relations humaines de technicien à technicien. Nous avons réussi à garder contact avec les 4 anciens maires. On les a invités cette année pour le 15e anniversaire, tous les 4. Alors, il y avait un Lavalassien, un anti-Lavalassien, il y avait un truc. Mais là, ils se sont tous embrassés. Ils ont mis leur querelle de côté. Et vraiment, on a fait un plan de développement avec la Banque mondiale sur le tourisme avec une ligne de crédit de 22 millions de dollars. Et ça, c'est les Haïtiens qui eux-mêmes, c'est pas nous qui avons mis, qui ont réussi à faire les projets. On va réhabiliter la maison d'Anténor Firmin, l'Alliance française. Ils vont faire un plan de développement pour construire un pont. Donc, les Haïtiens, quand on leur donne les moyens humains, techniques et administratifs, ils sont capables de faire et de faire très bien. Et je vous assure, nos agents des services d'environnement, lorsqu'ils reviennent, ils en apprennent beaucoup. Et il y a un vrai échange. Voilà. Et on a réussi à conserver des techniciens à la ville du Cap, ce qui est quand même... on ne se l'est pas fait piquer, celui-là, et je pense qu'on va le garder, parce que les ONG nous les piquent. Et le gouvernement, on critique souvent le gouvernement Martelly, mais je dois dire que sur le Nord, ils ont fait une expérience, c'est de redonner aux délégués du Nord les vrais pouvoirs comme un pouvoir de préfet, c'est-à-dire qu'ils représentent toute l'administration, et ça fait avancer les dossiers. Non, je vous assure que quand on établit quand on donne les moyens pour remplir les missions, ça fonctionne. Et je suis sûr que si la MINUSTAH avait aidé le ministère de l'Intérieur, les ministères importants, eh bien, je crois qu'on aurait fait avancer les dossiers. Voilà. Mais quand on voit que le ministère de l'Éducation nationale, ils n'ont pas les moyens, moi, ça fait 2 ans que je cherche à avoir un courrier du ministère de l'Éducation nationale, on ne l'a pas. Bon. Et voilà. Donc, il y a quand même des raisons d'espérer quand on fait une aide qui est vraiment basique et que les Haïtiens se réapproprient leur dossier, que c'est eux qui les conduisent et que ce n'est pas nous qui le faisons à leur place. Je crois qu'il faut dire que tout de même, il faut rappeler, peut-être tout le monde ne connaît pas par cœur la carte d'Haïti, que la région du Cap n'a pas été touchée par le tremblement de terre. Ah, ça joue beaucoup. La ville de Port-au-Prince, c'est un chaos absolu. Le Cap a été épargné. Le dernier tremblement de terre au Cap, c'est 1843.
Donc c'est déjà loin. On attend le prochain peut-être, hein, parce que vous savez qu'il y a des cycles. Hein. Et des équipes pour aller chercher à Port-au-Prince. Il a réquisitionné des véhicules où il y avait de l'eau, des sandwichs, pour faire venir au Cap Haïtien bien des victimes du tremblement de terre, avec beaucoup d'enfants qu'ils ont répertorié tout ça. Et c'est le maire du Cap tout seul qui a pris cette initiative. Et il a envoyé aussi des équipes de déblaiement. C'est vrai que personne n'en a parlé, mais voyez-vous, tout ça, c'est parce qu'ils ont pris au Cap la dimension de leur rôle de maire. Qu'est-ce que c'était le rôle de maire, de s'occuper de la gestion de la ville. Alors que nous avons des maires, ils ne savent même pas pourquoi ils ont été nommés maires. Et voilà. Merci. Si vous êtes d'accord, on va terminer sur cette note optimiste. Merci d'être venu. Donc, bonne fin de soirée. Au revoir.